Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire consacré aux données synthétiques. Bon, pour démarrer, petit point technique, est-ce que vous pouvez me confirmer en levant la main que vous m'entendez et que vous nous voyez tous bien? Parfait. Bon, les gens vont se connecter au fur et à mesure. On attend une quarantaine de participants. Bon, merci, vous pouvez. Parfait, les mains ont déjà été baissées. Donc, la session, elle est enregistrée. Ça nous permettra de partager ultérieurement un replay, voilà, dans un format qui reste encore à définir, mais pour le coup, on aura cette possibilité-là. Aujourd'hui, avec nos invités, vous allez découvrir des cas d'usage concrets de données synthétiques. Vous comprendrez les limites de ce concept et vous aurez les clés pour vous projeter, comprendre en quoi, dans votre contexte business, l'utilisation des données synthétiques peut être un énorme levier de création de valeur. Nous avons la chance d'avoir avec nous un panel de très haut niveau et vous pourrez leur poser vos questions au fil de l'eau à travers l'onglet Q&R. Donc, on ouvrira des séquences de questions en fonction de l'avancement des échanges et nous ferons une pause à la fin de chacune des séquences pour permettre à nos speakers de répondre à quelques-unes des questions. Donc, rapidement, pour me présenter, je suis Louis Ongavou, associé de partenaire chez SIA. Je suis spécialiste data IA. Je m'intéresse depuis quelques années maintenant à l'utilisation des données synthétiques. Dans un premier temps, pour mes propres clients, hein, pour leur permettre de mieux exploiter leur patrimoine de données pour eux-mêmes et pour leur écosystème. Parce que dans beaucoup de cas, on a des entreprises qui ont besoin de se partager des données, ne serait-ce que pour rendre le service final aux clients mais également ont besoin de se partager des données pour typiquement mieux connaître le client, mieux connaître leur contexte, mieux connaître leurs partenaires, etc. Donc chez SIA, nous aidons nos clients à se transformer pardon, par la data et l'IA, tout en maîtrisant les risques associés en termes de gouvernance des données, de conformité et d'industrialisation des solutions data et IA. Les données synthétiques euh, illustrent bien ce cas de figure-là parce qu'elles sont à l'intersection de la valeur, du risque et de la conformité. Je vais passer la parole dans un premier temps à Alexis qui va co-animer les échanges avec moi pour qu'il se présente. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Alexis Gouya, je suis senior consultant chez SIA et je suis mobilisé sur des sujets de data gouvernance, data privacy. Et chez SIA, je fais partie aussi d'un groupe de travail sur les données synthétiques où on a élaborer une offre sur ce beau sujet et j'ai aussi aidé à l'organisation de ce webinaire aux côtés de Louis. Et dans le cadre de ce webinaire, j'aurai un rôle de modérateur sur le chat Q&R, la petite rubrique que vous voyez en haut de votre écran. Mais on vous en dirons un petit peu plus juste après sur la manière d'exploiter ce chat. Voilà, je te cède la parole, Louis. Merci. Donc, pour parler rapidement de nos trois speakers, ce sont trois spécialistes du sujet qui représentent trois visions complémentaires. Une vision autour du cadre d'utilisation des données synthétiques en santé, une vision autour de la réutilisation des données synthétiques pour accélérer la recherche et une vision autour de l'utilisation des données synthétiques au sein d'écosystèmes financiers. Donc, je vais maintenant passer la parole à chacun de nos speakers pour se présenter. Professeur Gouraud, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, bien sûr. Donc, ravi d'être présent parmi vous. Je suis Pierre-Antoine Gouraud. Je suis professeur à la faculté de médecine de Nantes Université, que j'ai rejoint il y a 10 ans après un long séjour aux États-Unis. Je me suis intéressé beaucoup aux données synthétiques dans le cadre de mes recherches en immunologie, en génétique, dans le cadre de prise de décision aussi pour des patients en transplantation et en sclérose en plaques. Et puis plus récemment, à travers mes fonctions hospitalières à la tête d'un service entièrement dédié au développement des utilisations secondaires de données issues du soin, eh bien, plutôt que de partager des vraies données des patients, même sans nom, sans prénom, eh bien, nous utilisons depuis 5 ans des données synthétiques, anonymes, augmentées, et c'est un petit peu dans cette veine que j'essaierai de vous présenter un exemple concret. Merci, professeur. Professeur Chazard, à vous, je vous en prie.
Merci beaucoup. Donc, Emmanuel Chazard, je suis professeur de médecine également. Ma discipline, c'est informatique médicale et biostatistique. Nous avons commencé à faire de la réutilisation de données à l'époque où le terme n'existait pas. Donc, on parlait de cohorte historique, mais on ne savait pas trop comment le nommer. En 2009, à l'époque des données intra-hospitalières avec des diagnostics, des actes, des résultats d'analyse de biologie médicale, des médicaments prescrits, etc. Et puis petit à petit, nous avons développé des différentes méthodologies et applications de la réutilisation de données sur des grandes bases de données nationales comme celle du PMSI ou de l'assurance maladie. Et au fur et à mesure, la réglementation française a évolué. À l'époque, on faisait beaucoup de choses de façon très libre, on pouvait télécharger des données, etc. Et donc, on s'est retrouvé comme beaucoup de chercheurs confrontés aux difficultés d'accès aux données. Et d'où l'idée qu'on avait eue, mais on n'était pas les seuls évidemment, plusieurs équipes en parallèle, de générer des données fictives, mais totalement utiles pour la recherche. Et on verra bien sûr dans les cas d'application que c'est pas que pour la recherche, c'est aussi pour l'enseignement, c'est aussi pour des activités de business intelligence, etc. On va creuser tout ça effectivement. Peut-être avant de passer la parole à Monsieur Karst, une précision que j'ai pas faite au début. Nos échanges seront en hybride, hein, en français et en anglais, parce que Monsieur Karst préfère s'exprimer en anglais, qui est sa langue de travail. So, uh, please, Mr. Karst, it's your turn to introduce yourself in a few words. Hi together. My name is Fabian Karst. I'm currently a researcher and PhD student at the University of St. Gallen at the chair of Professor Jan-Marco Leimeister. Being based in Singapore and working together with banks in this area, my research focuses on three questions. First, why do we need synthetic data for banks and financial institutions? How do we need to design synthetic data use cases and especially synthetic data ecosystem to effectively use synthetic data? And thirdly, what does a synthetic data generation mechanism looks like that works for the complex synthetic financial transaction data? Thank you. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rapidement expliquer ce qu'on entend par données synthétiques, hein. Donc, les données synthétiques, très simplement, sont des données qui sont générées artificiellement. Voilà. Celles qui vont nous intéresser ici, ce sont celles qui sont générées artificiellement, mais qui reproduisent des structures statistiques de données réelles, sans pour autant, je crois que c'est le professeur Gouraud qui le disait tout à l'heure, référencer directement les individus ou la population source. Et donc, ces données synthétiques-là peuvent être de différents types. Elles peuvent être textuelles, ça peut être des données tabulaires, des séries temporelles, des images, etc. Donc, potentiellement, une possibilité d'utilisation très large de ces données synthétiques-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? C'est un sujet qui existe depuis longtemps. On en parle maintenant, j'allais dire pour une raison principale, c'est l'essor des méthodes génératives, hein, qui permettent aujourd'hui de créer des données synthétiques de manière plus industrielle, de manière plus rapide, euh, et pour alimenter, au-delà de ce qu'on arrivait à faire avant, des usages qui peuvent être opérationnels. Autre raison, bon, ça c'est plutôt, je dirais, dans la nature de l'usage initial des données synthétiques. En fait, les données synthétiques vont permettre d'ouvrir des données qui sont sensibles au sein d'une organisation pour des raisons de confidentialité euh, business, pour des raisons de protection de l'identité. Donc, d'ouvrir ces données sensibles-là à l'analytique, à la R&D, tout en réduisant, en limitant le risque d'identification de la population initiale, comme je le disais tout à l'heure. Troisième usage important, les données synthétiques permettent de simuler, donc de créer en fait des événements rares en quantité suffisante pour alimenter des modèles, voilà, des modèles statistiques, des algos, et les rendre plus robustes. Elles permettent aussi de simuler les cas limites, donc les cas pour lesquels on a très peu de données, et donc d'augmenter ces données-là pour rendre les modèles un peu plus robustes. Donc voilà un peu pour l'introduction de ce qu'est la donnée synthétique et pourquoi on en parle maintenant et à quoi ça sert. Alexis, je vais peut-être te laisser la main pour un petit sondage rapide. Oui, merci Louis.
Donc, ce petit sondage rapide, c'est en même temps pour expliquer rapidement comment exploiter le chat. Pour information, donc chaque séquence, en fait, je vais ouvrir une discussion sur laquelle je vais vous poser une simple question qui est par rapport à l'axe sur lequel nous avons discuté. Quelles sont vos principales questions que vous voudriez remonter par rapport aux échanges que vous allez entendre juste après? Et puis moi, à la fin de chaque séquence, je recenserai une ou deux questions pour les poser à l'un de nos trois speakers. Et derrière, je fermerai cette discussion pour en ouvrir une seconde sur l'axe numéro 2, etc. Et donc répéter ce process 4 fois. Pour justement un petit peu essayer d'initier ce chat-là, par rapport à l'intro qui vient d'être faite, on va démarrer tout de suite avec une petite question. Je vous la soumets dans l'espace Q&R. Vous me dites si vous la voyez par une petite main levée. Je vous pose la question suivante. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui par rapport au programme qui a été présenté? Donc n'hésitez pas à répondre en commentant cette question. Et Louis, je te cède la parole en parallèle. Merci. Donc, n'hésitez pas, on prendra en compte ces éléments-là, du coup, pour bien appuyer, en fait, sur les points qui vous intéressent le plus. Point important, restez bien jusqu'à la fin. On sait qu'il y a un certain nombre de clients ou de clients potentiels autour du call, parce que ce que nous vous proposons, c'est de prendre les contacts de ceux qui le souhaitent à la fin pour une consultation gratuite afin de les aider à identifier dans leur contexte des cas d'usage d'utilisation de données synthétiques et de les aider à élaborer le business case associé. Donc restez bien jusqu'à la fin si cette proposition vous intéresse. On va rentrer dans le vif du sujet avec le premier axe. Ce qu'on veut savoir dans ce premier axe-là, c'est comprendre en fait quelle est la dynamique du marché actuel. Euh, voilà, avoir une idée un peu de ce qui se passe autour des données synthétiques aujourd'hui et puis identifier un peu voilà, comment cette dynamique-là aujourd'hui évolue. Donc, je vais passer la parole au professeur Gouraud dans le premier temps. Alors, merci beaucoup parce qu'effectivement, le secteur de la santé, il est intéressant parce qu'il incarne absolument un paradoxe dans l'univers de la data. En fait, il est pionnier par nécessité. On n'a pas attendu Internet pour échanger des informations pour soigner les patients. Et on a des traces, des lettres qui étaient envoyées. Aujourd'hui, on appelle ça de la télémédecine. Mais avant, les médecins s'envoyaient des lettres. Ça prenait plusieurs jours. Ça voyageait par cheval. Très tôt, on a intégré cette valeur des données pour le soin lui-même, mais aussi pour l'évaluation du soin, le faire évoluer. Et donc, on a des normes qui ont des racines anciennes, mais qui ont les patients comme source, et donc le respect dû à chacun d'entre eux, chacun d'entre elles, avec des règles très strictes. Le RGPD, bien sûr, mais on a aussi des certifications hébergeurs de données de santé sur nos serveurs. On a des règles particulières d'autorisation de la CNIL. Puis le professeur Chazard nous présentera un petit peu qu'est-ce que c'est finalement qu'une donnée qu'est-ce qu'il faut faire pour qualifier une donnée pour dire qu'elle est anonyme. Ben, il ne suffit pas d'enlever le nom et le prénom. Et donc, ce sont bien les usages de ces données qui sont encadrés. Et pour ça, on a une certaine avance. Par contre, on est peut-être moins pionnier dans l'exploitation des données et les modèles économiques, même, on peut dire leur monétisation. Ça a encore du mal un peu peut-être à émerger. Contrairement à d'autres secteurs industriels où la data est vraiment devenue monnaie courante, elle est un peu freinée par la complexité réglementaire, les enjeux de confiance, et donc l'utilisation des données synthétiques là trouve un terreau quasiment idéal pour explorer comment on va concilier l'innovation et la protection et imaginer des voies durables pour vraiment faire de ces données un actif valorisable, même s'il est sensible. Merci beaucoup. Professeur Chazard, souhaitez-vous rebondir du coup sur ce premier axe? Oui, merci beaucoup. Bon, pour parler de l'intérêt qu'a le marché, alors nous, on dirait l'intérêt qu'a la société du point de vue secteur public sur tout cela. En fait, cet intérêt, il va suivre ce qu'on a constaté dans à peu près tous les domaines, et c'est ce qu'on avait vu 15 ans avant pour la réutilisation de données, c'est-à-dire le fait d'analyser non pas des données constituées pour faire une étude, mais plutôt des données qui étaient déjà là, des données de transactions, de ventes, de soins, etc. Au début, on nous dit toujours, ça ne sert à rien. On peut rien faire avec ça.
on nous disait en réutilisation de données, garbage in, garbage out, on ne pourra jamais rien faire avec ces données qui n'ont pas été faites pour cela. Ensuite, on nous a dit, OK, ça sert peut-être à quelque chose, mais c'est impossible, on n'y arrivera pas. Et une fois qu'on a montré que c'était utile et possible, on nous a dit, vous êtes des fous furieux, on ne vous laissera pas faire ça. Et enfin, quelques années plus tard, on dit, bah OK, en fait. Voilà. Donc c'est ce qui s'était passé pour la réutilisation de données, et c'est exactement ce qu'on sent aujourd'hui pour les données synthétiques. On nous disait, ça ne sert à rien, on peut partager des vraies données. Bah, finalement, c'est vrai qu'on ne peut pas partager de vraies données, OK. On nous dit bah, c'est impossible. Et puis en fait, on est en train de montrer, avec des approches très différentes, vous le verrez, on est plusieurs équipes à montrer qu'en fait ça marche. Et là, on était une phase où on nous dit vous êtes des fous furieux, on ne vous laissera pas diffuser ces données. Et ça, c'était il y a quelques mois. Et puis là, on commence à sentir qu'on nous dit bah, finalement c'est possible. Alors si je reprends ça avec des choses plus précises, en fait, les bases nationales du PMSI, par exemple, on a commencé à y avoir accès nationalement vers 2009, si je me souviens bien. Et en fait, en 2009, on remplissait juste un formulaire et puis on recevait par la poste un DVD avec les bases de données, et puis là, on en faisait ce qu'on voulait. Alors, on s'engageait à ne pas les diffuser, mais il n'y avait absolument aucun moyen de vérifier ça. On pouvait très bien dupliquer le DVD. On ne le fait pas, hein, je vous rassure, hein, mais on aurait pu dupliquer le DVD et le filer à quelqu'un. Il n'y avait aucune consigne non plus sur la durée maximale de conservation, rien sur l'information des patients, etc. Et là, je parle de 2009, hein, et moi, jusqu'en 2014, j'ai continué à recevoir les DVD comme ça. Et puis après sont arrivées des lois CNIL qui se sont renforcées, qui ont complètement tout bloqué pendant quelques mois. Heureusement, les méthodologies de référence de la CNIL ont commencé à rouvrir un peu les choses, mais dans un cadre hyper fermé quand même. Est arrivé le RGPD par-dessus tout ça. Et c'est vrai que voilà, là, on sent à la fois que tout le monde s'est habitué à réutiliser des données, qu'on voit l'intérêt que ça a, et puis on voit que tout le monde pâtit d'une réglementation qui est quand même très fermée. Donc il faut faire quelque chose. Alors parmi les différentes pistes, il y a le fait de travailler sur les vraies données sans les partager. Ça, c'est tout ce qui est calcul décentralisé. Vous concevez un programme d'analyse, mais vous ne voyez jamais les données. Votre programme s'exécute chez le détenteur des données. Il n'y a que les résultats qui sortent. Il y a les exécutions sur des plateformes, c'est ce que nous propose la TIH Assurance Maladie, avec des coûts qui sont faramineux par rapport au service que ça rend quand même, avec des licences SaaS qui coûtent des millions d'euros par année, des plateformes qui fonctionnent mal, qui empêchent les gens de travailler, qui néanmoins coûtent beaucoup plus cher que simplement télécharger des données. Et puis on l'espère, il va y avoir donc le partage de données synthétiques, dont on verra que si on arrive, nous, à bien travailler, elles peuvent fournir les mêmes résultats. Et elles, ce sont des données complètement fictives. Alors, ça, c'est donc, on voit l'intérêt maintenant des gens. La partie c'est impossible, notre but c'est de montrer que c'est possible, et ça fait partie de tous les travaux qu'on s'apprête à publier. Et puis la partie, il y a quelques mois, le discours c'était vous êtes des fous furieux, on vous laissera pas faire ça, parce que de toute façon c'est illégal. C'est illégal sur 2 points, nous disait-on. Le premier, c'est que vos données ne sont pas anonymes, quoi que vous en disiez, ou elles le sont peut-être aujourd'hui, mais elles ne le seront pas demain. Et deuxièmement, de toute façon, pour le faire, vous faites déjà un traitement de données réelles. Alors, je reviens sur le premier point. On nous dit, et en fait, c'est des discours qu'il faut entendre, bien sûr. Il ne faut pas s'imaginer que je méprise complètement ça. Il faut les entendre pour progresser, pour arriver à montrer qu'on a des preuves que ces discours deviendront infondés parce qu'on est assez sérieux pour. Mais bien sûr, il faut les prendre au sérieux. Premièrement, donc, on nous dit vos données, vous les dites anonymes, c'est-à-dire que les techniques d'aujourd'hui ne permettent pas, à partir de vos données fictives, d'apprendre des choses sur les données réelles, mais peut-être que les techniques de demain le permettront. Et donc, on nous dit, on ne peut pas vous donner une autorisation aujourd'hui parce que demain, on ne sait pas quel sera l'état des technologies. Donc ça, c'est un discours que tenaient des gens de la CNIL il y a quelques mois. Et le côté extrêmement positif, c'est qu'au fil des mois, à force d'échanger avec eux, de leur montrer le sérieux des évaluations, etc., ils arrivent aujourd'hui sur une position plus de vous devez nous montrer qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'apprendre des choses sur des patients réels, mais vous n'êtes pas tenu à l'impossible. C'est-à-dire que vous devez montrer que des gens mal intentionnés, avec une intelligence normale, mais qui reste une intelligence humaine, avec des moyens à la hauteur d'une société criminelle, on va dire, c'est-à-dire très élevés, mais pas non plus infinis, ne sont pas capables de faire ça. Je vois que Pierre-Antoine souhaite
Oui, parce que ce que tu dis me semble extrêmement important et que c'est bien en fait une philosophie, une approche dans laquelle il faut qu'on rentre. C'est-à-dire que la charge de la preuve, elle est inversée. Elle est du côté du responsable des traitements. Donc vous mettez des données à disposition, je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Bien, si la CNIL débarque, eh bien, on doit être en mesure de lui montrer que l'on a analysé le risque de réidentification, de singularisation des individus, de corrélation et d'inférence. Et c'est le cadre légal dans lequel on ne nous dit pas de donner une garantie absolue, mais d'être en capacité de montrer qu'on a fait l'étude, et je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Merci. Moi, j'ai juste un point là sur lequel je rebondis. Bon, nous, on a fait notre homework hein, quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de travail au niveau de l'Union européenne qui existe depuis 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Euh, est-ce que c'est une manière, est-ce que c'est un pas vers les données synthétiques que du coup ceux qui ont établi la réglementation RGPD font? Ou est-ce que c'est voilà, comment est-ce que vous le percevez ça? Je ne sais pas si Pierre-Antoine, tu connais ce groupe de travail, justement. Oui, alors donc les fameuses règles du G29, hein, elles ont été mises en place par le CEPD, la Commission européenne ou le Conseil européen à la protection des données. Et donc la première version de ces 3 critères, qu'on citera à plusieurs reprises, corrélation, inférence, singularité, en fait, elle date d'un document qui date de 2014. Il y a eu beaucoup de discussions autour de la remise en cause de ces critères, et on va aujourd'hui plutôt dans le cadre plutôt d'un renforcement ou d'analyse complémentaire, et que documenter un peu ces 3 critères, c'est un peu le minimum syndical, si vous me permettez l'expression, pour pouvoir montrer qu'on a qualifié les données. Et là encore, je crois que c'est intéressant. Celui qui émet des données, qui les partage, qui les utilise, est responsabilisé sur la manière dont il les qualifie. Donc même une donnée simulée par une équation mathématique doit faire l'objet d'une étude, d'une documentation pour dire est-ce que quelqu'un peut venir vers vous et dire ma vie privée est atteinte par ce modèle. Hein. Et ça, c'est vrai que la santé, on a une sensibilité plus particulière parce que on doit pouvoir répondre droit dans les yeux à chacun de nos patients. Merci, merci, c'est très clair. Et il y a juste un deuxième point Je vous en prie. que peut opposer à juste titre, hein, bien sûr, la CNIL. Donc ça, on a vu, c'est est-ce qu'on pourra réidentifier des gens. Mais c'est un point beaucoup plus prosaïque, c'est que la plupart des méthodes que nous développons s'appuient sur des données réelles. Et donc, il faut déjà, c'est bête, hein, mais avoir l'autorisation d'analyser les données réelles à cette finalité-là. Donc même si on fait sortir des données synthétiques, il y a quand même un moment, on est sur les données réelles, et donc se posent les questions d'autorisation et d'information des personnes dont ces données sont issues. Très bien. On va passer à l'axe suivant. Donc, l'idée là, c'est vous travailler sur des cas d'usage concrets tous les 3. Ce qu'on vous propose, c'est de nous en présenter quelques-uns et de nous expliquer dans quel contexte vous travaillez sur des données synthétiques et quels résultats ça vous permet d'obtenir. Donc, je propose qu'on commence par le professeur Gouraud et on poursuivra ensuite par le professeur Chazard et par Monsieur Karst. Alors, on ne vous entend pas, vous êtes mute. C'est le moment où je vous partage mon écran. Hein. Oui, tout à fait. Alors, écran 2, Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que oui. Très bien. Je vais vous partager quelques diapositives, puisque moi, je vous ai préparé un scénario pour illustrer ce travail. Alors, avant, comme il se doit, voilà, j'ai beaucoup d'interactions avec beaucoup d'entreprises privées autour des données de santé, autour des données synthétiques. Donc, et donc, je vous propose un scénario. J'ai imaginé qu'en 2026, il y a une nouvelle maladie émergente. Une maladie qui touche les chirurgiens quadragénaires et qui sont atteints d'un terrible tremblement et qui les empêche d'exercer leur art. Alors,
il y a des chercheurs qui réfléchissent à ça et qui pensent qu'en fait, on aurait pu déceler des premiers signes de cette maladie dans les données de première année de médecine, donc des données qui sont sous la responsabilité du rectorat, qu'on a aussi des examens médicaux d'entrée de ces étudiants, donc il y a une base de données avec des signes psychomoteurs, et que potentiellement on pourrait utiliser ces données pour pouvoir faire de la prévention et puis détecter cette nouvelle menace qui accroît considérablement la pénurie de chirurgiens formés dans le pays pour pouvoir ça. Donc c'est formidable, on a un problème, mais on a des données, on pense qu'on va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, peut-être prévenir avec ces données, mais on a 3 problèmes majeurs. En fait, au moment où on a collecté des données qui aujourd'hui, selon les meilleurs cerveaux, nous semblent intéressantes, eh bien, nous n'avons pas collecté de consentement pour ces données. Donc le régime du consentement est un des régimes possibles qui incite à dire, bah voilà, si je veux réutiliser des données, la moindre des choses, c'est de le dire. Alors moi, je vais dire au patient, mais vous direz peut-être dans vos entreprises qu'il faut le dire à son fournisseur, à son client, à son usager, etc., etc. Là, j'ai 2 bases de données qui sont... donc ça, c'est un peu le cas classique, hein. J'ai des données, mais je ne peux pas les utiliser. Alors, il y a de l'information, mais... comme elles relèvent du RGPD, ben, c'est des données personnelles. Donc, si ce n'était pas des données personnelles, je pourrais les utiliser. Deuxième aspect, ce que j'ai essayé, vous comprenez que j'ai essayé de joindre plusieurs problématiques que les données synthétiques peuvent résoudre, c'est qu'on a 2 bases de données séparées et que faire du croisement entre ces bases de données, c'est quelque chose qui est souvent interdit du point de vue légal, parce que ça passerait par, il faut rabooter les données individuelles, alors que ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment 2 bases de données qui mutuellement portent de l'information sur un phénomène. Vous comprenez que j'ai inventé ici la maladie du tremblement du chirurgien quadragénaire, mais que ça pourrait être tout simplement un fraudeur dans une banque, ou des patients avec des effets particuliers, ou des clients qui sont susceptibles d'acheter un service ou un produit. Et puis, typiquement, quand on cherche à détecter des cas comme ça, c'est une maladie quand même relativement rare, heureusement pour nos chirurgiens, on a finalement peu de données pour pouvoir entraîner des algorithmes, comme le ferait excellemment bien le professeur Chazard, sur des données. Donc, pas possibilité d'utiliser des données personnelles. La question qu'on va leur poser, elle précède la collecte initiale des données, donc on est bien dans un cas d'usage secondaire. 2 bases de données qu'il faudrait pouvoir mettre ensemble, et puis des cas tellement rares que même si on n'avait pas les 2 premiers problèmes, finalement, on serait bien embêté pour entraîner un algorithme d'intelligence artificielle avec l'algorithme qui vous plaira le plus. Et pour résoudre ces 3 défis, ce que je vous propose, ce sont d'avoir recours à des données synthétiques, anonymes et augmentées. Elles nous offrent une solution efficace puisqu'elles vont nous permettre de créer des jeux de données anonymes qu'on va mettre en qualité. J'ai mis ici en mettre en haute qualité. Elles vont être conformes à l'usage que l'on veut en faire et elles vont nous permettre d'augmenter la robustesse des modèles d'intelligence artificielle que l'on va utiliser. Alors pour faire cette démonstration, on procéderait en 5 étapes. La première, et c'est celle dont je vais faire une démonstration pratique, c'est de générer des jeux de données synthétiques anonymes de haute qualité. Et vous allez voir que très vite, quand on arrive à en générer un, on a envie d'en générer plusieurs. Qu'est-ce qui m'empêche d'en faire 10 fois plus que ce que j'en avais au départ? Augmentation. Troisième étape, je vais prendre mes 2 bases de données disponibles sous forme de données synthétiques anonymes. Donc ce ne sont plus des vraies données, il y a plus elles ne relèvent plus du RGPD. Mes excellents collègues de la CNIL n'ont plus leur mot à dire. Et entre ces 2 objets de données, je peux faire un appariement, ce qu'on appelle un appariement probabiliste, et recouper les données des individus qui, sur la base d'un ensemble d'informations communes, se ressemblent. Donc je vais enrichir ma base de données, ce qui aurait été extrêmement difficile à faire. Je peux ensuite, 4e étape, entraîner les fameux algorithmes sur des données qui sont souveraines, non personnelles, qui sont propriétaires, qui finalement participent à l'actif de ma société et pour lequel il n'y a plus de lien avec des parties prenantes. Ce sont les fameuses données synthétiques anonymes augmentées. Il ne me restera plus cette fois-ci à appliquer l'algorithme, et c'est quand je fais cette application, là pour le coup, j'ai besoin de l'appliquer à des personnes, à des cas pratiques.
Moi, je vais penser évidemment à mes patients. Et c'est le seul moment, finalement, où j'ai vraiment besoin d'utiliser des données personnelles, non pas pour apprendre, pour prendre, mais pour donner, pour appliquer à un individu. Et je vais détecter des individus à risque de cette maladie du tremblement, des chirurgiens quadragénaires, et mettre en œuvre des mesures préventives. Vous avez compris que cet exemple est fictif. Charge à vous de faire des analogies dans votre secteur d'activité. C'est le moment où je vous propose donc de faire une démonstration. Pour cela, nous utilisons au CHU de Nantes depuis 5 ans le logiciel d'une société qui s'appelle Octopies. Je vous présente ici, donc c'est une société avec laquelle je travaille, pour laquelle je suis par ailleurs consultant contractualisé par mon université. Et je vous présente ici la version web de leur logiciel. Nous l'utilisons soit en version SaaS, comme je vais vous le montrer, soit on-prem, c'est-à-dire hébergé de manière sécurisée sur les serveurs du CHU de Nantes. Donc je me connecte à leur application et puis je vais vous partager un des jeux de données à la première étape. Eh bien voilà. Voilà un exemple de données, le temps que cela s'affiche, voilà, hop. Donc voilà des données de mes fameux étudiants. Ce sont des extraits de données que le professeur Chazard connaît bien, puisque j'ai ici des étudiants de première année de médecine. J'ai les options qu'ils ont pris dans leur première année des études de santé. J'ai évidemment leur sexe, leur âge. Je vais collecter l'information de savoir s'ils étaient des musiciens au cours de leur parcours de lycée. J'ai la moyenne au bac et puis j'ai ici un ensemble de notes qu'ils ont obtenues à l'examen. Et certains, dans leur exercice, eh bien, ont connu cette fameuse maladie terrible du tremblement du chirurgien quadragénaire. Donc ça, ce sont des données, vous voyez qu'il n'y a pas de nom, de prénom, mais par croisement, chacune de ces lignes est unique. Chacune, finalement, permettrait d'être réidentifiée. Et puis, si c'était vous ou vos enfants, bah, vous trouveriez peut-être un peu gonflé que nous permettions d'analyser leurs vraies données avec des informations qui sont identifiantes, hein. Donc ça, c'est bien clair dans la réglementation européenne. C'est très différent dans la réglementation américaine et anglo-saxonne. Une donnée n'est anonyme que si l'on est capable de démontrer qu'on ne peut pas réidentifier un individu. Et pour ça, on voit bien que la combinaison de chimie homme, 19 ans, non musicien, 12 de moyenne au bac, 18,7, 17 à l'épreuve de chimie-biochimie, c'est déjà une information qui est extrêmement réidentifiante, de même que n'importe quelle combinaison de caractères potentiellement physiques ou biométriques dans cette noble assemblée aujourd'hui serait typiquement réidentifiant. Vous vous souvenez peut-être dans votre jeunesse avoir joué à ce jeu Qui est-ce ? Eh bien, je me place dans l'application. Je vais faire une anonymisation complète de ces données. Pour cela, je vais aller charger le jeu de données au format le plus simple possible. On a ici une seule table. On pourrait en charger plusieurs pour anonymiser une base complète relationnelle. Donc, on va prendre un exemple très simple. Donc ces données que je vous ai présentées dans un fichier Excel sont chargées. Leur type est reconnu automatiquement. Vous voyez que le sexe est une catégorie, l'âge est une valeur continue. On peut inclure ou exclure certaines données. On peut leur donner aussi un poids. On pourrait imaginer que l'information du tremblement est une valeur particulièrement intéressante. On peut évidemment enlever des variables ou en figer certaines. Cela peut prendre générer des difficultés. Et donc là, je vais paramétrer la simulation. Alors, je vous ai préparé une diapo éventuellement pour revenir sur la manière dont on fait ces simulations. C'est une méthode très originale qui a été publiée dans la revue Nature Digital Medicine. Elle est basée sur des simulations locales à partir des voisins. Et donc, j'ai un paramètre très intuitif qui me dit, bien, je vais faire une simulation de chaque individu à partir de ses cas voisins. Et donc, je vais, pour l'exercice, je vais descendre ici à 5 voisins. Ça veut dire que je vais utiliser dans le jeu de données réelles 5 personnes qui ressemblent le plus
à ma ligne cible pour faire une simulation. Donc je fais autant de modélisation que j'ai de lignes dans mon fichier Excel. Je vais faire une projection dans un espace multidimensionnel et je peux faire un certain nombre de paramètres comme cela. Je vous montre évidemment une version ici graphique. En fait, ce n'est pas ce qu'utilisent les data scientists de l'équipe. Ils utilisent plutôt du Python ou une configuration YAML. Je peux vous en montrer un exemple. Voilà, c'est beaucoup plus ligne de code. Et je peux donc lancer la simulation. Donc, ce logiciel Avatar, il parle d'avatarisation. Je vais parler de génération de données synthétiques anonymes. Et il va générer à la fois les simulations en elles-mêmes, mais peut-être plus important à la lueur de la discussion que nous avons eue, générer également des métriques qui rendent compte du caractère privé du jeu de données. Et donc, l'intérêt finalement premier, c'est d'être capable, selon une méthode qui a été auditée par la CNIL, certifiée conforme, de produire des métriques qui vont avoir une valeur dans mon analyse. Alors, vous voyez bien que là, j'ai choisi des paramètres qui me permettent d'avoir un niveau de protection de la vie privée qui, en apparence, est relativement faible, mais chacune des données est resimulée. Donc j'ai des métriques qui, par exemple, nous montrent que 86% des simulations, donc des données synthétiques, ne sont pas la plus proche de la donnée sensible qui lui a donné naissance. Une autre métrique ici, c'est de dire qu'en moyenne, entre la donnée sensible et sa simulation, il y a 2 autres données simulées qui sont plus proches de la donnée originale que la simulation qui a produit. Donc voilà, je suis capable de donner à la CNIL des métriques qui me permettent de qualifier le caractère confidentiel de mes données. Je suis en train de démontrer que l'on peut considérer que je suis sorti du RGPD. Les données ont exactement le même nombre de lignes, le même nombre de colonnes. Je peux les télécharger sous forme de fichier CSV. Et puis, je peux également, vous le voyez ici, en fait, regarder les données. Donc, ici, donc, dans un espace à 2 ou 3 dimensions, peu importe. Hop. Et puis, regarder en vert. Alors, le temps que ça s'affiche, envers les données synthétiques et comment elles se superposent ou non aux données réelles. Je peux également télécharger un rapport. Ce rapport est typiquement la documentation générée automatiquement pendant le temps de calcul, avec l'ensemble des métriques, leurs explications, leurs résultats dans ce jeu de données, dans les paramètres que j'ai choisis. Et donc j'ai ce rapport ici qui va me permettre, le cas échéant, de documenter, de justifier que ces données sont bien anonymes. Je peux les télécharger. Je peux évidemment relancer les calculs en changeant les paramètres si je le souhaite. Ce qui me permet déjà d'entrer dans la deuxième étape de mon propos, de dire mais finalement, je peux bien générer non seulement une simulation pour chaque individu, mais peut-être 5, 10, 20, si j'en ai l'utilité. Donc, je vais relancer la simulation, ce qui correspondrait à ce que je vous avais présenté dans mon étape 2. Et dans cette étape 2, j'ai à nouveau donc, un calcul. Donc, je n'obtiens évidemment pas les mêmes métriques puisque c'est un processus qui est authentiquement aléatoire. Ce n'est pas tout à fait comme des techniques d'IA classiques. Je génère de l'aléa pour pouvoir générer de la protection. Et donc, comme vous voyez, je suis un bon élève. J'ai vérifié que ma démonstration allait bien marcher. Et si j'ai bien chargé, je crois que j'ai chargé d'autres jeux de données que j'ai fait ce matin, là encore avec d'autres métriques. Vous voyez que je reproduis l'ensemble des valeurs qui me permettent d'être bien en contrôle des paramètres que j'utilise. Si on s'attarde un instant sur ce graphique en 3D, donc en vert, ce sont les données simulées, ce sont les fameuses données synthétiques
anonyme au regard des métriques que j'ai produits. Et puis vous voyez que j'ai peut-être quand même quelques données qui sont outliers, hein, qui sont aux marges du jeu de données. Eh bien, le modèle local permet d'en générer certaines. Et c'est ma capacité à en faire 5, 10, 20 qui va aussi me permettre d'enrichir les marges du jeu de données et déjà pénétrer dans cette capacité à challenger mon algorithme d'apprentissage qui va apprendre le signal et qui va apprendre à différencier le signal et le bruit. Donc voilà pour cette rapide démonstration. Je serais ravi de répondre à vos questions. Évidemment, dans l'équipe, nous ne l'utilisons quasiment jamais sous forme sous forme graphique comme cela. Je vous vois voilà, quelques exemples ici. C'est un exemple que nous avons mis sur data.gouv qui montre le contenu de nos entrepôts de données sur des infections qui sont des néphrites tubulo-interstitielles. Eh bien, c'est typiquement un jeu de données que vous pouvez télécharger sur data.gouv. On part d'un fichier de données qui relève du RGPD, qui dit un peu comment sont ces patients, leur taille, leur poids, le nombre de documents dont nous disposons à l'intérieur du CHU de Nantes. Et puis nous allons générer un équivalent de ce fichier sous forme d'un fichier Excel, d'un tableau en tout point similaire. La première fois où on a fait ces travaux, eh bien, c'est en 2020, dans le cadre d'une publication sur les anévrismes intracrâniens. On avions vraiment l'ambition de faire de l'open source sur le code. Mais faire de l'open source sur le code sans fournir des données qui s'appliquent où le code s'applique, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. D'où l'utilisation de cette technique de simulation des données synthétiques. À gauche, les données originales sensibles, on ne peut pas les partager. À droite, les fameux avatars, les données synthétiques anonymes dont nous avons documenté le caractère identifiant et puis on a démontré que l'on pouvait refaire exactement toutes les analyses de la publication scientifique à partir de ces données générées comme je l'ai fait ici. Une diapositive que je vous laisserai également pour faire référence à la méthode qui est publiée, à cette fameuse modélisation locale, qui à l'origine est faite pour pouvoir produire des métriques individuelles. Hein. Vous savez, on a des patients dans le domaine de la santé envers qui on est redevable, mais qui s'avère en termes de data science extrêmement efficace puisque on fait de l'orfèvrerie pour chacun, on fait un modèle finalement pour chacun des individus. Donc on peut avoir plusieurs sous-groupes dans le jeu de données. La méthode s'y adapte extrêmement bien. Alors du coup, c'est une diapositive que j'avais utilisée lors de l'intervention conjointe avec le professeur Chazard à Lille. De quoi est-ce qu'on parle? Finalement, on parle effectivement de données synthétiques. C'est un peu le nouveau nom un peu cool pour des données simulées. Hein. Finalement, j'utilise une technique de simulation ou une autre. Ça s'inscrit dans deux grandes familles, des données qui sont fondées sur des modèles ou bien sur des données empiriques. Mais en fait, il faut toujours un peu un modèle, toujours des données empiriques pour paramétrer le modèle. Le curseur peut changer. Dans cette technologie que je vous ai présentée, il y a un modèle, une projection dans un espace de dimension éventuellement réduite, mais donc beaucoup de données empiriques avec cette proximité. Et ça s'inscrit tout à fait dans l'essor de l'IA générative. On s'est finalement aperçu qu'on avait la capacité de générer des données. Et pourquoi elles sont anonymes? Eh bien parce que je suis en mesure de démontrer la conformité de ma production avec le RGPD, les règles du G29. Et attention, des données simulées, même anonymes, elles peuvent être sensibles. Alors si on s'est projeté dans une situation où on pense à des patients, où on pense à des individus, c'est vrai pour des personnes, c'est vrai pour des professionnels, c'est vrai pour des institutions, c'est vrai pour des populations. Donc c'est pas parce qu'une donnée peut être anonyme qu'elle n'est pas sensible et qu'il faut être peut-être conscient des usages. Et puis, vous l'avez vu, j'ai essayé de le suggérer en disant que j'allais croiser des bases qui sont quasiment incroisables avant, que je pouvais générer plusieurs données, en particulier sur les marges de mon jeu de données. Eh bien, ces données, elles sont augmentées, elles sont qualifiées pour un faisceau d'usage. C'est le fait de savoir à quoi ces données vont être utilisées qui peut-être m'amène à corriger des biais, à augmenter certaines sous-catégories. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous permet les données synthétiques. Pour ne pas prendre trop de temps, je vous ai mis sur cette diapositive quelques exemples divers et variés pour lesquels c'est ce qu'on appelle du partage de données one click. En un clic,
Je vous ai mis les liens ici. Vous pouvez télécharger des données d'essais cliniques en santé, des données d'anévrisme intracrânien, des données de 3 sous-groupes en anesthésie, et même des données de génétique, voire des données de sciences humaines et d'enquête, dans un travail que nous avons mené auprès des vocations hospitalières universitaires chez nos étudiants de médecine. Je sais que, mon cher Emmanuel, c'est un sujet qui t'est cher. Et donc, il y a beaucoup d'utilisations qui sont possibles. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'y voit pas encore très clair. Il y a évidemment la perspective. Alors d'abord, et c'était mon point zéro, je voulais montrer pour des tableaux, mais ça marche pour des séries temporelles, pour des signaux complexes comme les électrocardiogrammes, pour des images et pour du texte. Alors c'est plus compliqué, bien sûr. Évidemment, dans le domaine de la santé, nous sommes principalement influencés par cette perspective d'anonymisation des données. Le respect des patients compte avant tout, mais très vite, on s'ouvre sur d'autres cas, deuxième point, de partage des données en interne, en externe, sous forme de bac à sable. Comme Emmanuel l'a dit, eh bien, on peut l'utiliser en enseignement pour que nos étudiants apprennent sur des données qu'ils vont faire pour de vrai, mais sur des fausses données, des données anonymes. C'est finalement ce que nous faisons aussi en chirurgie, jamais la première fois sur des vrais patients. Cela permet aussi, on l'oublie trop souvent, que nous sommes soumis à des lois pour effacer les données qui ont une durée de conservation. Eh bien, les données aussi, elles ont une durée de péremption. Eh bien, pas les données synthétiques anonymes. On peut capitaliser sur des données en particulier financières ou de clientèle. J'ai essayé de vous le montrer rapidement. On peut augmenter les données dont on dispose, et elle peut même servir, c'est ce que je fais dans le domaine de la transplantation et de la santé, pour prendre des décisions pour des patients. Dernière diapositive peut-être pour lancer le débat. Une des difficultés peut-être de l'adoption, c'est beaucoup d'échanges que j'ai eus avec les consultants de SIA. Peut-être un des handicaps, c'est qu'il y a beaucoup de perspectives différentes sur ces données synthétiques, celle de leur anonymisation, et encore Emmanuel l'a très bien évoqué. On peut évidemment s'inquiéter, non pas de ce que ces données sont bien confidentielles, mais qu'elles sont représentatives de la réalité. Mais de quelle réalité parle-t-on? Au contraire, on peut les distordre parce qu'on sait à quoi elles vont servir, notamment pour entraîner un modèle. Et puis peut-être, et nous aurons une discussion philosophique si vous le souhaitez, eh bien, il faut simuler des données parce que en ayant la possibilité de faire des simulations infinies, peut-être que l'on explore mieux le potentiel du vivant, de la diversité des situations, que ce que l'on peut observer dans le monde réel. À la fin, tout le monde est gagnant. C'est une valeur sociale des données synthétiques qui me semble un véhicule pour créer de la valeur à l'intérieur de la société. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour votre Merci, attention. merci professeur. Bon, grâce à vous, là, on a vu un cas concret en temps réel de génération de données synthétiques. Moi, je retiens 3 points. Euh, la nécessité de faire un trade-off entre l'impossibilité de réidentifier l'individu et donc j'allais dire le côté vie privée et l'utilité des données synthétiques. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a un équilibre voilà, à trouver entre les deux en fonction de l'usage qu'on veut en faire et en fonction de ce qu'on veut démontrer et peut-être aussi de la sensibilité de la donnée. Voilà, Et à la fin, absolument. j'ai beaucoup aimé aussi votre point sur l'utilisation des données synthétiques pour compenser des données qu'on doit effacer au sein d'une organisation. Alors, je vais passer maintenant la parole au professeur Chazard pour partager voilà, un cas concret dans votre contexte. Merci beaucoup. Alors, bah, je vais moi aussi partager mon écran de façon rapide. Le principe général, vous l'avez compris, c'est que on n'a pas forcément besoin d'avoir de vraies données pour extraire de vraies connaissances. Et là, vous avez des exemples de visages fictifs et dans lesquels on peut néanmoins apprendre à différencier un visage français d'un visage indien, etc. Alors là, c'est qu'une question de moyenne. Dans la vraie vie, c'est une des choses qu'a montré le professeur Gouraud, c'est que ce qui est important aussi, c'est la dispersion, les outliers, etc. Donc ça fait partie de tout l'enjeu. Alors, à quoi ça pourrait servir si vous êtes capable de votre entreprise de sortir des bases de données simulées
en ayant l'autorisation de le faire. Donc, cette autorisation, c'est pas quelque chose qui est tout à fait acquis aujourd'hui, mais on sent que les choses avancent vraiment très vite sur ce sujet. Et donc, je l'ai illustré ici avec l'exemple d'un hôpital ou d'un cabinet de groupe ou d'une caisse nationale d'assurance maladie ou une agence du ministère de la Santé, etc. L'idée, c'est que de façon légale, cet organisme détient une base de données réelle et ait obtenu l'autorisation d'en sortir des versions simulées, avec éventuellement d'ailleurs plusieurs méthodes de simulation qui génèrent des bases de différentes qualités plus ou moins utilisables pour telle ou telle utilisation. La première utilisation, c'est que on peut partager ces données enfin avec des gens qui font des recherches méthodologiques. Aujourd'hui, ce qui est frappant quand on travaille dans le domaine de la réutilisation de données, c'est que les articles méthodologiques publiés par des chercheurs, souvent en mathématiques, paraissent un peu déconnectés des données réelles, au sens où on nous dit c'est génial, on est capable de classifier des gens en 12 groupes, alors qu'on n'en faisait que 3 auparavant. Oui, sauf que si vous regardez les données de santé, c'est 40 000 codes de diagnostic différents possibles dans la CIN-10, dont 12 000 sont utilisés fréquemment, 12 000. Et surtout, c'est pas un seul code par individu, c'est un panier de codes par individu, tant et si bien que sur les 30 millions de séjours qu'on a en France, vous avez 15 millions de séjours différents. Carrément. Donc et les autres 15 millions qui apparaissent en 2 ou 3 exemplaires, c'est des choses très simples, des hémodialyses, des grossesses, etc. Donc en fait, il y a aujourd'hui une déconnexion complète entre des méthodes mathématiques qui paraissent très compliquées, mais qui ne gèrent que des données très 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 simples par rapport aux données réelles. Or nous, on s'intéresse dans les bases de production à des bases de données relationnelles particulièrement complexes. Donc déjà, améliorer la qualité de cela. La deuxième chose, c'est que des données, même si elles sont partiellement fausses, mais si elles sont déjà intéressantes, elles peuvent être partagées très librement pour tous les travaux académiques, des enseignements dirigés, des projets, des mémoires, etc. Alors vous pourriez vous dire, en tant qu'entreprise, en fait, on n'en a un peu rien à faire. Figurez-vous que nous, quand on a des difficultés ou quand on aimerait compléter notre approche de chercheur, on donne un jeu de données simulé à des étudiants de l'école centrale, et là, vous avez des groupes d'une dizaine de binômes qui s'affrontent, par exemple pour gagner une tablette ou quelque chose comme ça, et qui vont vous présenter au bout d'un mois ce qu'eux ont obtenu sur ces données. Et quand on les regarde, c'est vrai que les résultats qu'ils ont sont moins bons que ceux qu'on a à obtenir, mais n'empêche que chaque groupe amène une idée nouvelle, et c'est très 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 intéressant de voir ce qu'ils ont fait. On se dit, ah, ça, on n'y avait pas pensé. Et donc, voilà, ça peut être très intéressant, même pour une entreprise, de travailler en cheville avec des écoles d'ingénieurs avec lesquelles on partagerait des données. Et puis, comme tout le monde sait que ce n'est pas les vraies données, l'inconvénient est limité. Et puis, il y a aussi, enfin, troisièmement, une possibilité de valorisation des données, valorisation vraiment financière, qui pourrait intéresser des entreprises. Donc, vous diffusez une base de données simulée à partir de vos données réelles. Cela permet, un peu comme le shareware d'autrefois, à des milliers de gens de télécharger vos données, de les tester, de les regarder, etc. Machin. Comme ça, ils voient si cette base peut avoir un intérêt pour eux. Et ensuite, une fois qu'ils ont trouvé qu'ils avaient un intérêt à analyser ces données, que ce soit un intérêt de recherche pour nous ou un intérêt business pour d'autres, ça leur permet dans un second temps de faire les formalités pour accéder aux données. On peut imaginer à ce moment-là une commercialisation d'ailleurs. Ou alors, la deuxième option qui est possible, qui est très intéressante, c'est de ne pas pour eux télécharger les données, mais vous demander un accès aux données en faisant, vous faites tourner pour eux, par exemple, un script d'analyse et eux ne téléchargent que les résultats. Voilà, tout ça pour vous montrer que c'est utile pour la recherche, mais pas que. Même une entreprise privée peut être intéressée par différents scénarios d'utilisation d'une base de données synthétique. Merci, professeur. Bon, on a... sorry, Mr. Clark, just before letting you present your use case, on a quelques questions. On en a deux. Donc la première, alors je pense que la première, elle s'adresse plutôt au professeur Gouraud, c'est données synthétiques. Donc, est-ce qu'il est possible d'augmenter le signal sans trop augmenter le bruit? Et est-ce que les limites statistiques sont acceptables, acceptées?
Alors, merci pour cette question. Donc, nous, dans les projets sur la sclérose en plaques, on les utilise donc pour des cas rares de patients répondeurs ou non répondeurs. Je pense que je ne leur ai pas dit ça il y a un an, et c'est mon excellent doctorant, docteur Stanislas Demus, qui m'a en partie convaincu avec les membres de l'équipe. En fait, on fait du x10 maintenant systématique. Euh, et c'est très dur. Pour moi, je suis probablement déjà un tout petit peu trop vieux. J'ai grandi dans une époque de disette de données. Donc, j'apprenais à anticiper par la pensée la génération des données. Aujourd'hui, les données, elles sont là, elles sont disponibles. Je peux les télécharger. Peut-être que je réfléchis moins, mais en réalité, les données qu'on observe ne suffisent pas. Et en produisant 10 exemplaires, en fait, on aide l'algorithme à apprendre le bruit. Donc, on va gagner, et donc ça, c'est factuel, hein, vous faites des expériences, elles sont in silico, mais c'est quand même des expériences. On va gagner de la sensibilité, de la spécificité dans les algorithmes. Et encore une fois, ne me faites pas confiance, testez-le. Après, ce n'est pas magique. C'est-à-dire que si vous avez un bras qui n'est pas dans vos données, ce n'est pas la méthode qui va le créer. On peut enrichir, on peut compenser des biais, on peut rééquilibrer, mais on ne va pas créer un nouveau traitement ou voilà, une nouvelle observation, hein. En revanche, ce sont des méthodes qui sont assez adaptées pour mieux identifier parfois des transitions entre deux groupes, hein. Donc vous avez deux groupes, des passages de l'un à l'autre. Fabienne Karst va nous parler de modèles de graphes avec des transitions. Voilà, c'est des choses que l'on peut identifier et renforcer. Et ça, c'est extrêmement impressionnant. Voilà, sans dévoiler un peu la conclusion, là, donc depuis 5 ans, je me suis effectivement assez surpris par la qualité de ces données simulées. Et donc, effectivement, je vous encourage à tester les différentes méthodes. Et peut-être un point de conclusion. Sur ce point-là, j'ai en tête d'excellents travaux de nos collègues canadiens qui, pour les plus data scientists d'entre vous, en dehors de tout problème d'anonymisation, de confidentialité, etc., on fait simplement du bootstrap, c'est-à-dire qu'ils se donnent le droit de rééchantillonner un individu dans un jeu de données, eh bien, sur des techniques très classiques qu'on n'avait pas tout à fait vues sous l'angle de l'augmentation de données jusqu'à présent, mais plutôt pour estimer empiriquement la variabilité de certains estimateurs. Eh bien, on est un peu dans cette mouvance-là, et c'est ce que j'ai un peu appelé l'essor du génératif. Et vraiment, c'est une période passionnante qui s'ouvre à nous avec ces technologies. Merci, professeur. Mr. Karst, if it's okay for you, I will let you share with us the use case that you've been working on. Sure, that sounds The floor perfect. is yours. So after having heard a little bit about synthetic data in the field of healthcare and medicine, I want to introduce you or give you a sneak peek into my use cases in the field of financial services. And for this, I firstly want to quickly dive into why synthetic data is needed in financial services at all. And the reason for this is that in financial services, we are mainly interested in rare events. We are interested in fraud. We are interested in black swan events. We are interested in default. And therefore, we always deal with limited data. And therefore, in my presentation today, I prepared 2 use cases I worked on with different banks from Southeast Asia, in which we try to tackle these data scarcity with synthetic data. In our first case, we look at how data sharing in synthetic data ecosystem can prevent credit card and money laundering. And in the second use case, we look at credit interest rate prediction utilizing synthetic data, and especially look at fairness in this scenario and how synthetic data can contribute to this fairness. But let's start with the first use case. Here we can see that especially small and mid-sized banks face this problem that they don't have sufficient data to leverage AI for fraud detection. The reason for this is that they don't have that many transactions overall. Fraudulent transactions are a very small percentage of these transactions, and then fraud patterns change over time, so they can't take a lot of historic data to have a sufficient amount of fraudulent patterns. However, to train AI solution,
sufficient amount of fraudulent patterns or fraudulent transaction is needed. So how we want to solve, or how we try to solve this dilemma, is that we basically provide a synthetic data ecosystem that allows the banks to generate synthetic data and then share this synthetic data between each other. And in the end, use the synthetic data mixed in with their own data to achieve superior fraud detection performance. You can see how this works on the right side. Basically, each bank generates synthetic data locally, so the synthetic data model is never leaked. Only synthetic data is shared, and these synthetic data is combined, shuffled, and then transmitted back to the banks for training their models. Thus, we maintain privacy within this ecosystem while allowing them to have the synthetic data of other banks. What is the result of this? We are able to see that for both use cases we looked at, anti-money laundering detection as well as credit card fraud detection, we see significant gains in the average prediction accuracy of fraud in both scenarios. And furthermore, what's interesting to see that is especially smaller banks benefit from this arrangement where they have access to a larger pool of data and therefore are able to train better AI models, as one would expect. However, we can also see that even if you have large banks, they still benefit from sharing this data, as you can see in the graphic on the right side. Then next, we looked at how is the synthetic data best used. And here we see that usually it's best to combine synthetic data with real data to train the best fraud detection system. However, we also see that there's no magic number on how much synthetic data and how much real data to use. So here you can see that basically for all banks, they have a different optimal threshold of synthetic and real data. And therefore, we found that local fine-tuning is necessary to increase the fraud detection performance significantly. So banks need to take the synthetic data back locally, combine it with the real data in a ratio custom to them, and then train their AI models based on this. But overall, we can say that synthetic data sharing ecosystem for financial data work really well, and we also think that it can be extended to other areas. In the second use case, we are looking at credit interest rate prediction. So how much should I charge a customer when they get a credit from my bank? And here we face what we call the fairness dilemma. On the one hand, we have unbalanced data from the past, which already is biased. And if we train our AI model on this data, our model will definitely be biased. And some researchers found out that using synthetic data might help to overcome these limitations. On the other hand, we have different research stating that if we generate synthetic data based on biased data, our synthetic data might be biased as well, and therefore will increase bias in our model. So what we wanted to look at how this plays out for the case of credit interest rate prediction. And yeah, for this, we basically used different data scarcity solutions. So we looked beyond synthetic data and how this changed the performance of the credit rate prediction as well as the fairness. And here are the results. Basically, only the green, so the results surrounded by the green boxes are relevant for us because that is synthetic data. And here we see in the first or in the top graphic that we have a significant gain in fairness. So our algorithm, the algorithm we train in the end discriminates less between the majority and the minority classes. So in our case, white and non-white participants are treated more equally. And on the other hand, we see that performance is clearly improved when using synthetic data. And so in general, data works for increasing performance and fairness. However, there are a few things to look out for. In our case, we only generated samples of the minority class. So basically, we purposely
generate new samples of the class which we think there's a bias against to make them more equal and therefore make our algorithm fairer. And in this case, we use tabular variation autoencoder as our model, and for grade rate prediction, that seems to work very well. Overall, I think the takeaway is in financial services, there are quite a few scenarios where synthetic data can be hugely beneficial. And our main insights are that sharing synthetic data is mutually beneficial for the participants of an ecosystem and can overcome hurdles usually seen with synthetic data, where if we oversample too much using synthetic data, we just replicate patterns already existed of the data. But by sharing synthetic data, we get basically the information of other banks into our fraud detection model, which is beneficial. Then we notice that synthetic data needs to be mixed with real data to achieve superior performance. So that's a takeaway to use right away, basically. And then we should create the synthetic samples selectively, at least in our use cases, and target the minority classes. This not only increases the efficiency of what we are doing, but also showed better performance in our cases compared to when we generated synthetic samples for all the data we have. With this, I'm coming to my end, and I hope I was able to present a few use cases to you that go beyond healthcare and are still interesting. Thanks a lot, Mr. Karst. Very interesting use cases. For me, the main takeaway is the fact that using synthetic data, it's a level of mutualization in terms of knowledge, typically within companies that are quite small and that would benefit the more on sharing data and on sharing those knowledge. So thanks a lot. Je propose maintenant de passer au point 3. Je vais donner à nouveau la parole au professeur Chazard. Donc là, ce que nous on voit, c'est que c'est un sujet qui a bien progressé dans certains domaines, les données synthétiques. Ce dont on se rend compte par contre, c'est que il y a des environnements dans lesquels ça a du mal à prendre. Et donc la question qu'on aimerait vous poser, c'est de votre fenêtre, qu'est-ce que vous voyez comme étant les principaux freins à l'adoption des données synthétiques? Merci beaucoup. Alors je vais partager très vite 3 diapos parce que ce sera plus clair comme ça. Plutôt que de parler de freins, là en l'occurrence, je parlerai d'enjeux pour les rendre acceptables. Hop. Le premier enjeu, c'est bien sûr que les données en termes d'individus ressemblent beaucoup à des données réelles. Pour qu'elles soient réelles, qu'on ne nous dise pas ok, vous avez la bonne proportion de cancer de l'utérus, ok, vous avez la bonne proportion d'hommes, mais on trouve des hommes avec un cancer de l'utérus. Voilà. Donc il faut que chaque individu statistique, avec derrière cet individu des tas de tables et de relations, bien sûr, soit crédible. Et la meilleure façon de le faire, c'est présenter comme ça des couples d'individus, un fictif, un réel, et de demander à un expert d'identifier l'individu fictif. Et s'il le fait s'il a vrai dans 50% des cas, c'est qu'il n'est pas capable de les séparer. Le deuxième enjeu qui est très important, bien sûr, c'est est-ce que quand on analyse ce nouveau jeu de données, on obtient les mêmes résultats qu'avec le jeu réel? Et là, vous voyez un exemple d'analyse qu'on a pu réaliser sur un jeu réel et un jeu synthétique. On trouve les mêmes histogrammes d'âge. Ici, la même relation bivariée entre une variable d'intérêt et l'âge en classe, par exemple. Ici, vous avez des distributions de variables qui sont codées avec des milliers de codes différents. On trouve à peu près les mêmes. Et sur des choses plus compliquées, comme ici, un modèle de régression logistique, on voit des choses qui se ressemblent beaucoup, mais parfois des petites différences. Par exemple, le fait d'être entré par les urgences ici, c'était un facteur significatif. Ici, ça ne l'est plus. Voilà. Et on arrive à des analyses plus complexes ici, comme les analyses de survie. Alors, cette utilisabilité, elle est relative parce que on peut imaginer que plus ces données sont complexes, plus il se peut qu'elles soient tout à fait correctes pour une étude et pas pour une autre. Et puis le troisième point, c'est la sécurité. Alors je l'ai pris sous l'abord de la singularisation des individus, c'est-à-dire quand on joue au qui est-ce, quand on pose des questions, est-ce qu'on arrive à réidentifier les gens? Est-ce que vous trouvez votre voisin ici en cherchant les gens qui ont le même code postal, le même âge, etc. Et on voit que sur une base réelle, en fait, c'est très facile en posant des questions de réidentifier les gens. Là, par exemple, au bout de 7 questions, j'ai identifié
presque un tiers des individus, donc ça monte très vite, c'est la proportion qui est en rouge. Et sur les bases de données synthétiques, c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on pose des questions, effectivement, on commence à individualiser des individus, mais il y a deux choses, pardon. La première, c'est qu'à force de poser des questions, très souvent, on n'a plus aucun individu qui correspond. Donc, les individus qu'on a générés ne sont pas identiques à l'individu qu'on cherche. Donc ça, c'est la partie verte qui augmente. Et il y a tout un nombre de fois également où on croit qu'on identifie un individu, puis en fait, c'est pas lui, c'est pas le bon. Donc effectivement, il ressemble beaucoup à celui qu'on cherche, mais en fait, c'est pas du tout lui. Donc ce qu'on va apprendre sur l'individu qu'on cherche n'est pas la bonne chose. Voilà, c'est exactement ce dont parlait également le professeur Gouraud tout à l'heure. L'individu qui ressemble le plus n'est pas forcément celui qu'on recherche. Et donc, on va apprendre de lui qu'il a un cancer du côlon, alors qu'en réalité, il n'y avait pas de cancer du côlon. Merci, professeur. Ce que je propose, il nous reste 5 minutes. Je propose de passer au dernier point et donc sur les perspectives de ce que vous voyez aujourd'hui de votre fenêtre. Donc, je vais vous poser la question à chacun. Et l'idée, le challenge, si vous l'acceptez, c'est de répondre en 1 minute sur les principales perspectives que vous voyez dans l'utilisation des données synthétiques. Donc, je vais commencer par le professeur Gouraud, si ça vous va. Bah écoutez, merci beaucoup. Moi, au fil des utilisations de ces données synthétiques, au début, je pensais que c'était juste une question d'éthique. C'est-à-dire, en fait, on est dans une situation où ça deviendra inacceptable, trop risqué pour la réputation de nos entreprises, de nos établissements, d'utiliser des données personnelles pour des usages qui n'en sont pas. Et donc, j'ai longtemps dit, vous trouvez ça dans plein de conférences, pas de données personnelles, plus de données personnelles pour des usages qui sont non personnels. Ma banque n'a pas à utiliser des données, à me faire courir un risque de réidentification si je ne bénéficie pas de la chose. Donc ça, je pense que c'est mon point de départ éthique. Et puis, je commence aujourd'hui à être convaincu que non seulement c'est pas bien, mais c'est mieux d'utiliser des données synthétiques parce que, comme Fabienne Karts l'a montré, en fait, c'est mieux du point de vue de la valeur. Donc, on arrive à faire mieux, et il nous l'a démontré. On pourrait discuter les détails techniques, mais on arrive à faire mieux avec ces données synthétiques. Donc, on peut, c'est effectivement, je le crois, des données d'avenir. Peut-être qu'il faudra encore attendre 10 ans pour que la loi nous impose le recours systématique à des données synthétiques anonymes, mises en qualité pour le cas, mais je crois que c'est vraiment un domaine d'avenir. Et puis, il y a quelques opérations, notamment dans le monde anglo-saxon, avec la société Gretel, qui, je crois, en fait, chasse tout doute sur la question de la valeur de ces données synthétiques. Il y a plein de techniques pour les produire, je vous en ai montré une, mais c'est bien l'évaluation de la qualité de ces données, comme nous l'a montré le professeur Chazard, qui à la fin en fait est importante. Et c'est ce que nous dit, c'est le grand secret du RGPD, c'est l'usage en fait au centre de notre réflexion. Merci. Merci, professeur. Professeur Chazard, si vous voulez, en 1 minute, nous dire un peu quelles sont les perspectives que vous voyez. Oui, alors il y a un enjeu pour moi, c'est que souvent quand on présente l'analyse de données, on part d'un tableau tout propre, tout bien fait, avec des variables avec très peu de modalités, et puis on se demande, tiens, est-ce qu'il faut mieux utiliser des réseaux de neurones, des machins, etc. Et en fait, la vraie vie, c'est qu'on sait très bien qu'une analyse fonctionne parce qu'elle est partie des données beaucoup plus complexes, des bases de données relationnelles, généralement une centaine de tables avec des relations entre elles. Et puis il y a un moment, un gars qui, avec tout son cerveau d'humain, s'est dit, mais moi je vais transformer ça en un seul tableau. Et puis après, on part du tableau et on compare les méthodes. Mais en vrai, l'intelligence, elle est en amont. Et ça veut dire que si on partage des données, il y a un enjeu qui est de partager des données natives, ou en tout cas des données relationnelles qui sont complexes, avant cette étape d'extraction de caractéristiques, parce que peut-être que finalement les autres feront mieux que nous dès cette étape d'agrégation, de simplification de données. Voilà, donc un des enjeux pour moi, en plus des travaux qui sont déjà faits, c'est de partir de bases relationnelles sur quelques dizaines de tables pour pouvoir partager ces bases complètes. Merci, professeur. Mr. Karst, do you want to share with us the perspective that you see in using synthetic data? Yeah, sure. I would be happy to. So I think in the maybe next 10 to 15 years that we will see a steep uptake of synthetic data, and not only in use cases where data is currently limited, but in all the use cases, because frankly, we are running out of data to training bigger and bigger models, and therefore synthetic data will become more relevant. And we also see the first precursors of that
on the one hand, new algorithms are developed or are beginning to appear at the moment with a lot of new money invested in research due to the boom of generative AI. I'm sure in the next few years, algorithms will become ever better. And we also see the first step in industry adoption. For example, the UK as well as Singapore launched programs to help companies to set up synthetic data sharing and therefore, started the process of adopting synthetic data in real world use cases, further contributing to this uptake of the synthetic data usage. The only concern I have, which I think could stop this trend, is trust in synthetic data and the trust in its quality, in its fairness, as well as its privacy. And therefore, I think that's the field where we need more research in the future in how we can build models that are explainable to a degree and auditable by humans so that we can generate synthetic data people and organizations can trust. And if you're interested in that, feel free to reach out to me. Thanks a lot. Thanks a lot. Du coup, on arrive au bout de notre webinaire. Donc, vous avez eu la chance aujourd'hui de voir des cas d'usage concrets d'utilisation de données synthétiques. Je pense que c'est des cas d'usage qui parlent à tout le monde. Nous avons également vu qu'il y avait différentes modalités pour générer ces données synthétiques-là dans des contextes différents, pour des usages différents. Et ce que moi je retiens aussi, c'est que, comme d'habitude, je dirais, le point de départ, c'est l'usage, c'est la bonne compréhension de l'usage. C'est ça qui va orienter de quelles données synthétiques on a besoin et ce qu'on va mettre en place pour produire ces données synthétiques adaptées à l'usage qu'on souhaite en faire. Après, il y a un certain nombre de challenges autour de l'explicabilité, la capacité à démontrer. On a encore un challenge autour de la légalité, j'allais dire, de l'utilisation de ces données synthétiques-là, notamment dans certaines géographies par rapport à la réglementation qui est en place et qui n'a pas encore validé explicitement ce type de méthode-là. Mais clairement, on sent qu'il y a un potentiel applicable, je dirais, dans la plupart des secteurs d'activité, comme on l'a vu déjà là aujourd'hui sur 2 secteurs, avec des challenges, j'allais dire, de protection de données très forts, avec des challenges de sécurité des données très forts. Voilà, on vous remercie tous d'avoir participé à ces échanges passionnants. On a pu répondre à quelques questions au fil de l'eau et on regardera là en fonction des autres questions qui restent et potentiellement faire un complément par écrit. Comme je l'ai évoqué au début du webinaire, si on a des entreprises, des clients potentiels autour de la table qui souhaitent creuser un peu ce sujet-là, et voilà, nous, on est prêt à accorder un peu de temps pour y réfléchir avec vous. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, ne vous déconnectez pas. Merci beaucoup, professeur Gros, professeur Chazard. Thanks a lot, Mr. Karst. Et merci à tout le monde pour ces échanges passionnants.